Bonjour Richard Darmon. Bonjour et shalom. Shalom Ouvracha, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste israélien, spécialiste des questions de géopolitique. On peut notamment vous écouter sur nos partenaires de Studio Qualita. Richard Darmon, vous avez récemment fait paraître aux éditions Les Provinciales un livre intitulé La Seconde Guerre d'indépendance d'Israël. Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a mis en garde hier publiquement le gouvernement libanais, dont les institutions pourraient désormais être visées si le Hezbollah maintenait ses activités armées dans le sud Liban. Est-ce que le cessez-le-feu entré en vigueur la semaine dernière est selon vous beaucoup plus fragile qu'on ne le pense ou qu'on ne le dit parfois? Écoutez, la situation est assez complexe. Effectivement, le cessez-le-feu est fragile. C'était d'ailleurs l'un des sens de cette adresse du ministre de la Défense Katz hier, où il a mis en garde le Hezbollah, mais aussi l'État libanais, le gouvernement libanais, contre les violations qui se répètent de la part donc du Hezbollah, en disant que si ces violations s'intensifiaient, eh bien Israël frapperait, comme chose qu'il n'a pas fait jusque-là, Oui. Les installations, les infrastructures de l'État libanais, et pas simplement les terroristes du Hezbollah qui s'agitent à droite et à gauche et qui essayent de reconstituer leurs arsenaux. Richard Darmon, au moment de la signature et l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, l'ancien conseiller israélien à la sécurité nationale, Giora Eiland, avait justement critiqué cette décision israélienne de ne pas avoir attaqué les infrastructures, notamment stratégiques libanaises. Est-ce que cet avis est partagé par une partie des experts, pour ne pas dire d'une partie de l'état-major militaire ou sécuritaire ou politique israélien ? Oui, pas seulement au sein de l'appareil sécuritaire et de la défense, il y a des avis controversés, mais aussi dans l'opinion. Il y a une partie de l'opinion qui ne comprend pas pourquoi Israël n'a pas mis à exécution les menaces qu'il avait répétées dès avant, je dirais même avant la guerre d'octobre, avant le 7 octobre ou le 8 octobre, quand le Hezbollah a attaqué Israël en soi-disant solidarité avec le Hamas. Le gouvernement israélien avait toujours dit que si le Hezbollah tirait sur Israël, eh bien, et ce serait le gouvernement libanais, enfin le Liban qui paierait. D'ailleurs, cette phrase est revenue souvent, on ramènera le Liban à l'âge de pierre. C'était un slogan qui était revenu, et effectivement, une partie de l'opinion, une partie des militaires dans l'état-major de Tsahal et aussi dans l'état-major de la région nord qui a affaire en fait en première ligne au Hezbollah, conteste un peu cette séparation qui a été faite jusque-là entre le Hezbollah que Tsahal a frappé, évidemment, surtout depuis l'action terrestre, les opérations terrestres qui ont commencé au début octobre, et l'État libanais, puisque quand on a bombardé Israël a bombardé des cibles à Beyrouth, la capitale libanaise, il a fait très attention de ne pas toucher les infrastructures nationales, mais de cibler uniquement des cibles du Hezbollah. Et donc c'est un sujet. Alors le gouvernement israélien l'explique de différentes façons. C'est que il voulait jusqu'au bout, si vous voulez, faire comprendre à la population libanaise que c'est la cible de Tsahal, c'est le Hezbollah, pour essayer que cette population se révolte ou repousse le Hezbollah. Mais en fait, on en arrive finalement, avec cette violation du cessez-le-feu, on en arrive à la situation, au statu quo ante d'avant le 7 octobre. Et donc, c'est un véritable problème. Plusieurs capitales européennes, dont la France, mais aussi par ailleurs les États-Unis, ont exigé d'Israël de respecter ce cessez-le-feu. Une passe d'armes a d'ailleurs, semble-t-il, eu lieu hier par téléphone entre le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Sa'ar, et son homologue français, Jean-Noël Barrot. Dans quelle mesure, Richard Darmon, cela impacte-t-il les décisions opérationnelles israéliennes dans le sud Liban, comme d'ailleurs à la frontière syro-libanaise ? Je dois vous dire qu'au stade où nous en sommes, après 14 mois de guerre contre le Hezbollah, les velléités du groupe terroriste chiite aux ordres de Téhéran de violer cessez-le-feu sont contrées de manière systématique par ça. C'est une nouveauté tout de même. Mais les rodomontades françaises et même les remarques faites il y a 48 heures par les États-Unis qui ont, comme vous le dites, demandé à Israël de respecter cessez-le-feu en essayant de faire la part des choses et que tout le monde est un peu coupable. Le Hezbollah fait des violations, Israël en ferait. Je ne crois pas que ça influe beaucoup, surtout dans la période transitoire dans laquelle nous sommes, avec la prochaine arrivée le 20 janvier de Trump à la Maison Blanche. Oui. Je ne crois pas que
les rodomontades, les remarques américaines et encore moins les remarques françaises ou européennes comptent dans ces calculs. Remontons un peu plus haut dans le Nord, si vous le permettez, Richard Darmon. Comment est-ce que l'évolution très rapide de la situation en Syrie avec l'avancée des forces djihadistes du HTC, semble-t-il soutenue par la Turquie, est-elle perçue dans les milieux sécuritaires israéliens? Est-ce qu'on y voit une opportunité ou au contraire un certain nombre de dangers qui planeraient au-dessus de ce front nord un peu plus haut donc, désormais que le Liban? Alors, dans les grandes lignes, comme l'a dit le Premier ministre Netanyahou il y a 24 heures, Israël suit de très près, pas seulement avec ses moyens d'observation, mais suit de très près l'évolution de la situation sur le terrain, parce que c'est une situation assez complexe et sophistiquée. Il n'y a pas du tout blanc et du tout noir. Et d'ailleurs, j'en fais pour preuve les avis partagés qu'on entend sur les ondes à longueur de journée depuis le début de cette offensive lors du week-end dernier, à savoir que les experts israéliens, les spécialistes de la situation en Syrie et du Moyen-Orient ont des avis contradictoires. Vous avez des gens en Israël, j'entends, qui disent que en fait, cette offensive est positive pour Israël, parce que cela porte atteinte aux intérêts non pas seulement de la Syrie mais surtout de l'Iran qui soutient le régime Assad, et donc ça affaiblit l'Iran et ça occupe l'Iran à des activités donc de surenchère pour défendre le régime Assad, et d'autres qui disent qu'au contraire, en fait, Israël n'a rien à gagner d'une éventuelle prise de pouvoir ou d'un déploiement sur la frontière nord de ces milices qui sont, je vous le rappelle, des milices islamistes irrédentistes de style Daesh et Al-Qaïda. Et donc, en fait, il y a des avis partagés. Le fait est que, il me semble, si vous me donnez mon avis à moi, que la situation est complexe parce que, effectivement, d'un côté, cette offensive oblige d'ailleurs certains commandos du Hezbollah à sortir du Liban, à rentrer en Syrie pour protéger leurs arsenaux, puisqu'ils ont de nombreux arsenaux sur place. Et donc l'Iran aussi qui est très préoccupé. Donc d'un côté, les ennemis de nos ennemis sont pas forcément nos amis. Mais pourquoi? Parce que tout le monde comprend bien que ces forces-là, c'est pas des forces démocratiques, des forces qui vont changer la dictature syrienne, le régime despotique de Assad. Ce sont des forces du djihad, si vous voulez, les forces des hivers islamiques qui ont succédé à ces soi-disant printemps des États arabes en 2011. Aujourd'hui, ces forces en Syrie ne promettent rien de bon. Maintenant, tactiquement, cette guerre civile qui reprend intensément en Syrie peut servir, je dirais, très très provisoirement et momentanément les intérêts d'Israël, mais c'est une vision à courte vue. Situation extrêmement volatile, donc zone grise. Finalement, Israël a transmis un avertissement à Bachar el-Assad, c'est ce qu'on a pu lire ces derniers jours dans les médias israéliens, au sujet de l'intensification justement de la présence iranienne sur son sol. Est-ce qu'Assad peut, selon vous, Richard Darmon, rompre avec Téhéran, malgré sa dépendance au soutien militaire des passes d'Aran depuis quelques années, depuis la guerre civile qui a éclaté dans le pays il y a maintenant 12 ans? Ce sera assez difficile pour lui parce que, si vous voulez, le fait est que ce n'est pas seulement... Bon, l'Iran est un sujet et effectivement, c'est l'Iran qui a permis et encouragé l'omniprésence du Hezbollah, le surarmement de ces milices du Hezbollah qui font passer leurs armes ensuite de la Syrie vers le Liban. Mais ce qui est intéressant, si vous me permettez, à ce propos, c'est que comment dirais-je, ce jeu-là du positionnement d'Israël par rapport à Assad doit aussi tenir compte de la Russie, parce que c'est la Russie qui soutient, comme l'Iran, le régime Assad, puisque les auditeurs savent très bien que depuis 4-5 jours qu'il y a ces émeutes, cette rébellion, la Russie est entrée en jeu, bombarde, défend le régime Assad. La Russie donc, qui avait redéployé une partie de ses forces de la Syrie vers le front russo-ukrainien. Absolument, et qui donc se voit obligé de défendre ce régime, étant donné que la géopolitique a horreur du vide. Bon, quand les Américains se sont retirés sous Obama de toute présence en Syrie, ben les Russes sont arrivés, c'était en 2015, et ils n'ont pas bougé. Enfin, ils ont modifié leur déploiement, mais disons que notamment à cause de la guerre en Ukraine. Mais là maintenant, ils sont obligés de défendre le pion Assad, qui est très important pour eux, et donc
En ce qui concerne Israël, si vous voulez, le fait est, bon, la mise en avertissement de Assad ces derniers jours, pour lui dire de faire attention à ses agissements, c'est quelque chose qui est constant du côté israélien, parce que comme Assad est aux abois, que son régime est menacé maintenant par les islamistes et que peut-être l'aide russe ou iranienne ne suffira pas, il se peut qu'acculé à ses extrémités, eh bien, il puisse faire des bêtises. Et d'ailleurs, vous me posez la question, est-ce que ça va accentuer la présence, enfin les actions militaires israéliennes en Syrie? La réponse est oui, puisque comme vous le savez, depuis presque 10 ans maintenant, Israël mène ce qu'on appelle la guerre d'entre les guerres, Oui. C'est-à-dire agit surtout par des raids aériens, mais aussi des bombardements marins, enfin depuis la mer, agit, des bombardements de précision, agit de manière très intense. Je crois qu'on a totalisé en 10 ans plus de presque 2000 raids ou actions israéliennes pour anéantir, limiter l'arsenal iranien en Syrie. Et donc ce n'est qu'un front supplémentaire du face-à-face israélo-iranien. Dans le dossier des otages, une délégation israélienne devrait s'envoler demain pour le Caire. L'Égypte qui a mis sur la table la semaine dernière une nouvelle proposition de trêve temporaire. Quelles sont ses chances d'aboutir selon vous, Richard Darmon? Autrement dit, est-ce que le Hamas, désormais lesté du soutien militaire du Hezbollah depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, peut désormais accepter davantage de concessions? C'est un sujet qui fait aussi les controverses de la presse israélienne, parce que d'un côté, en toute logique occidentale, eh bien, oui, le Hamas est tout seul pour la première fois depuis le désastre qu'il a fait subir à Israël le 7 octobre 2023. Donc, il serait amené, isolé qu'il est, à faire certaines concessions. Donc, ça mettrait à l'ordre du jour les tractations actuelles. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou, quand il a présenté l'accord de cessez-le-feu, une des raisons qu'il a invoquées, parmi les 3 raisons, c'était le fait qu'il a désolidarisé, il a séparé la question du Hezbollah, avec lequel, en principe, maintenant, il y a une espèce de cessez-le-feu léger, mais qui est en vigueur, et la guerre au sud, qui étaient toutes les deux solidaires du point de vue des islamistes. Et donc, mais en fait, les choses sont plus compliquées que ça, là encore, parce que certaines analyses, notamment celle très pertinente de l'expert Itamar Marcus, qui est un spécialiste, un ancien conseiller de sécurité, mais aussi et surtout c'est celui qui administre et qui permet la vie du site absolument extraordinaire qui s'appelle MediaWatch. Itamar Marcus a développé une analyse tout à fait opposée à celle-là, en disant que du fait qu'on avait conclu un accord de cessez-le-feu bancal avec le Hezbollah, mais quand même un accord de cessez-le-feu, le Hamas, acculé dans ses derniers retranchements, au lieu de faiblir et de faire des concessions, il va au contraire se battre bec et ongle pour essayer d'initier un accord qui soit pas moins que celui négocié par Israël avec le Hezbollah, c'est-à-dire un cessez-le-feu, un retrait israélien complet de la bande de Gaza, et bon, libération de milliers de prisonniers contre même pas une centaine d'Israéliens vivants. Et donc, au contraire, l'accord qui aurait été conclu au nord complique les choses, selon cet avis, pour arriver à disons, un échange, une libération totale ou partielle des otages. Donc, vous voyez, on est quand même dans le brouillard. Le fait est que, et c'est ce que répètent les Israéliens à juste titre, c'est que ce qui poussera le Hamas à devoir, si ce n'est capituler, du moins accepter des concessions, ce ne sera, et ce sera une présence militaire accrue, une pression militaire, associée bien sûr à des négociations, mais le cessez-le-feu au nord ne va pas automatiquement provoquer la reddition du Hamas. Merci beaucoup, Richard Darmon, d'avoir été avec nous dans le Grand Journal. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La Seconde Guerre d'indépendance d'Israël. C'est publié aux éditions Les Provinciales. Bon après-midi, à très bientôt sur Radio J. Au revoir, Inch'Allah.